quelques jours et les apprenants pourront donc laisser place aux études, donc laisser le repos pour faire place aux études. Oui, le 19 prochain. Dans quelques jours, ils vont retrouver le chemin des classes. Mais comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour pouvoir les apprêter pour une rentrée réussie et surtout une année scolaire réussie? Et pourquoi pas pour les plus petits qui vont démarrer pour la première fois leur rentrée. C'est aussi une autre paire de manches, les caprices et autres. Avec nos invités, nous allons essayer de vous donner quelques conseils, quelques éléments donc d'appréciation et d'analyse afin que vous puissiez réussir cette année scolaire qui s'annonce déjà. Mesdames, Messieurs, bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir à nos côtés. Émeric, bonjour. Bonjour Brunel Adossi, bonjour à mes téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais très bien. Modeste, bonjour. Bonjour Brunel et bonjour aux amis téléspectateurs. Vous allez bien? Très bien. Alors, dans les prochains jours, donc, les apprenants vont retrouver le chemin des classes. Est-ce que vous vous rappelez du stress que ça vous procurait quand vous étiez encore sur les bancs, Émeric? Oui, je pense que quand on est à l'approche des vacances, on est heureux parce qu'on se dit que bon, on entre dans un temps de repos où tout est permis en quelque sorte. Mais bon, quand ce temps de repos-là tire vers sa fin, on commence par réfléchir également sur le début de rentrée parce que quand vous avez pris votre temps, vous avez pris 3 mois de vacances à vous balader, à fêter et à jouir de vos temps de repos, ce n'est pas aussi évident de pouvoir reprendre avec l'humeur qu'il faut. Donc voilà, quand il reste, on commence par compter les jours déjà à partir de fin août, on commence par compter les jours. Et puis voilà, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais bon, la rentrée aura lieu. C'est clair, hein? Ceux qui vont rater cette semaine vont rater, voilà, c'est donc clair. c'est ça. Bon, encore que quand nous on était dans les écoles publiques, on ne commençait pas de façon automatique. On a encore au moins un mois, 2 semaines, 2 semaines, un mois. Voilà, 2 semaines au moins, voilà, pour que les programmes entrent en vigueur. Donc voilà, mais bon, ce n'est pas du tout plaisant, surtout quand tu te réveilles le matin et que tu dois te doucher, puis prendre tes affaires, aller au boulot, aller à l'école. Voilà, ce n'est pas du tout plaisant, mais bon. Et encore moins pour les enfants qui sont encore au cours primaire, qui commencent déjà la rentrée. Franchement, ce n'est pas amusant, surtout pour les parents, parce qu'il faut les habituer au rythme de l'école. Oui. Donc voilà, vous subissez tout en tant que parent et vous subissez leurs caprices. Donc, quitte à ce que ils y prennent goût. Voilà, ils y prennent goût. Voilà. Modeste? Oui, c'est vrai, on est quand même stressé. On est stressé au début parce que vous pensez déjà à vous réveiller à 4 heures du matin, à apprendre vos leçons, à les réciter à des moments donnés. Et ça quand même, je me rappelle, moi, quand j'étais encore au CM2, même en terminale, je récitais mes leçons. Donc, vous vous réveillez à 4 heures du matin, vous récitez la leçon. Si vous ne la récitez pas, vous n'allez pas au cours. Et maman vous suit, même va jusqu'à votre établissement et demande au professeur de vous faire réciter la leçon. Donc, ça a été quand même formateur. Je pense que c'est le moment les parents doivent quand même savoir que c'est une réalité qui s'impose à eux et qui doivent permettre aux enfants de s'habituer. Ça va pas être facile parce qu'ils étaient plus habitués à ce train de vie, se réveiller tôt le matin, préparer les enfants. Ouais. Il leur revient quand même de donner comme une image de l'école aux enfants dès la reprise. Tu dois porter tel uniforme, tu dois mettre ton cache-nez, tu dois faire ci et faire ça. Donc, il revient quand même aux parents d'être les psychologues en quelque sorte des enfants. Et il faut dire que l'humain n'est pas la même quand on doit reprendre une classe que quand on passe en classe supérieure, parce que dès que vous êtes... On a peur de retrouver les amis de l'année passée. Est-ce qu'on va s'en sortir? Surtout quand vous êtes toujours dans la même école. Dans le même étabbissement, oui. Même quand vous faites un transfert, est-ce que vous n'allez pas retrouver d'autres Forcément, amis? vous rencontrez
Encore que quand vous doublez, on ne vous coupe pas un nouveau kaki. C'est le même Oui, kaki c'est que le vous même portez. kaki que Vous vous portez De la punition. le même sac, donc voilà. Allez, merci beaucoup. Les amis de l'époque, est-ce que vous les revoyez aujourd'hui? Ce n'est pas évident parce que dès que vous finissez les classes, chacun entre dans la vie active et puis chacun chemins commence se par se séparent. voir. Les chemins se séparent. C'est vrai que bon, les chemins peuvent se recroiser. Après, vous pouvez rencontrer vos amis d'enfance et puis bon, on se rappelle de vieux souvenirs. Mais bon, je pense que dès que on se sépare, dès qu'on on se sépare. Après peut-être les examens ou bien peut-être même que il y a eu des doublons parmi vous et donc voilà, chacun commence par se chercher, chacun commence par faire face à la dure réalité de la vie, donc on n'a plus vraiment le temps d'être comment dit-on, de rencontrer ses amis là et de les revoir, retrouver. voilà, de les retrouver. Modeste? Alors, Charlotte Diponder qui quand même relate cette nostalgie que nous avons de notre ancienne époque et notre ancienne vie, où on se rappelle des bons moments passés avec les amis, les copains. Bon, c'est vrai, on a envie de les rencontrer, mais pas forcément. C'est vrai, vous gardez toujours les liens, vous tissez toujours les liens avec certaines personnes, mais d'autres ne sont pas là. Peut-être qu'ils sont déjà décédés. Et je pense que c'est quand même une très belle chanson. Et quand vous suivez mot pour mot, ça relate quand même. Ça vous fait rappeler des choses. Oui, hein, ça me fait La mélancolie. la mélancolie, vraiment. Vous rappeler de beaucoup de Est-ce choses. que vous vous rappelez de vos cahiers de classe depuis le cours primaire? Ah, nos cahiers, c'est pas ce que j'ai écrit dans les cahiers. Nos cahiers, c'est les rencontres faites depuis le cours primaire jusqu'à maintenant. C'est quand même mon cahier ou mes cahiers. L'essentiel, c'est qu'il y ait encore beaucoup de choses écrites dedans qui vous permettent donc de suivre vos rêves. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on en avait tellement à l'époque. Est-ce que, On en avait tellement, hein. On en avait est-ce tellement. qu'aujourd'hui, on les a mises en œuvre? Point d'interrogation à chacun donc de répondre à cette question. Nous poursuivons sur notre sujet, Émeric. C'est bien sûr le mot du jour. On parle bien sûr d'école en mot du jour. Aujourd'hui, il faut savoir que école s'écrit avec E-C-O-L-E. On parle bien sûr de école qui est un nom féminin. Il faut dire que l'école est un établissement dans lequel est donné un enseignement collectif général ou spécialisé. On parle par exemple d'école maternelle, primaire, école de danse, de dessin, spécialement établissement d'enseignement maternelle et primaire, école publique, laïque, école privée, les élèves d'une école, écoliers et puis écoliers scolaires, voilà. Il faut dire également que école se définit comme l'ensemble des élèves et des enseignants d'une école. Voilà, la fête de l'école par exemple. L'autre sens du mot école, c'est bien sûr ce qui est propre à instruire et à former, source d'enseignement, une école de courage par exemple. Alors, il faut savoir que l'école aussi s'utilise avec beaucoup d'expressions. Hein. À l'école, par exemple, sous la direction de quelqu'un, en tirant profit de l'expérience de quelque chose, par exemple. Et puis, cas d'école, exemple type qui fait référence. Renvoyer quelqu'un à l'école, lui faire sentir son ignorance, lui conseiller d'apprendre. Et puis, voilà, être à bonne école, par exemple, c'est recevoir une formation très profitable de la part d'une ou de plusieurs personnes compétentes. Être à dure, rude école, c'est bien sûr être instruit par les épreuves, par les difficultés. Faire école, rallier des adeptes ou des imitateurs. Faire l'école, c'est aussi enseigner dans les phrases primaires ou à l'école maternelle. Dans le sens chorégraphique, c'est bien sûr danse d'école, synonyme de danse classique, enseignement, école d'application, école adjointe aux écoles normales primaires pour parfaire la formation pratique des instituteurs, école destinée à compléter par une formation pratique la formation théorique acquise dans une autre
établissement et puis école laïque, anciennement école primaire publique dirigée par un instituteur ou une institutrice laïque, voilà. Et puis école libre, école privée, établissement d'enseignement, souvent confessionnel, qui ne révèle pas de l'enseignement public. Voilà, ce serait tout pour école primaire. Très bien. Vous avez oublié école missionnaire. École missionnaire, justement, voilà. Avant de finir, on va finir avec 2 citations du mot école. La première citation, celle de Paul Valéry, qui dit « L'école n'est pas seule à instruire les jeunes, le milieu et l'époque ont sur eux autant et plus d'influence que les éducateurs. L'école n'est pas seule à instruire les jeunes, le milieu et l'époque ont sur eux autant et plus d'influence que les éducateurs. » Et puis la dernière citation, celle de Ernest Renan, qui dit « Une école où les écoliers feraient la loi serait une triste école. Une école où les écoliers feraient la loi serait une triste école. » Merci, Émeric, pour les éléments d'explication sur le mot école, les expressions qui découlent donc de ce mot qu'on utilise, mais dont on ne connaît pas forcément les significations et autres. Nous allons recevoir nos invités à présent, une partie avant d'en recevoir d'autres après. Je vous retrouve un peu plus tard, Modeste, avec les messages, bien sûr, l'humour et la pensée du jour. Bien sûr, teste ta culture avec nos invités aussi. Voilà, installé donc sur le plateau, Martial Laclos, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes consultant en orientation scolaire. Merci d'être avec nous ce matin. C'est moi. Je suis également avec Fulgence Sarangono, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. Merci de répondre présent donc à notre invitation. Vous êtes coach en développement de la famille. Un plaisir de vous avoir. Partagez ce plaisir. Alors, nous parlons donc de cette rentrée scolaire qui aura lieu dans les tout prochains jours. D'abord, je voudrais vous demander, pour ces vacances-ci, depuis quelques mois, les enfants sont en vacances et bien sûr, le jour de la rentrée pointe à l'horizon. Comment on se sent? Non, lorsqu'on est élève, ça dépend de notre position. Il y en a qui sont pressés de revoir leurs amis. Oui. Il y en a qui, du point de vue du challenge qui les attend, parce qu'ils sont peut-être candidats, ils se disent qu'est-ce qui va se passer. La majorité, ils redoutent le rythme scolaire qui est un rythme soutenu. Ils se disent, wow, je vais commencer par me réveiller tôt avec tout ce que ça comporte. Donc, c'est entre plaisir, pressé de reprendre la rentrée, et la peur d'affronter les réalités qui ne sont pas des difficultés, mais qui sont des réalités liées à l'école. Donc, c'est entre plaisir et, je ne vais pas dire douleur, mais bon. Martial? Nous sommes jamais contents. Nous avons été élèves et nous voyons, nous avons côtoyé tous les jours les enfants. Et quand les vacances se terminent, tout le monde commence par regarder de gauche à droite. C'est ça. Et en tant que parent, en tant qu'encadrant, il faut commencer déjà par communiquer, passer les messages comme quoi les fins des vacances sont en train de s'approcher et il faut se préparer à la rentrée prochaine. Donc ça n'a jamais été facile pour n'importe qui, même toute la communauté éducative, les enseignants, les parents d'élèves, les étudiants, à quelque niveau que ce soit, même au niveau des autorités à divers niveaux. Ça n'a jamais été facile. Absolument. C'est un challenge, un vrai challenge. Chaque année, donc, un challenge. Alors, justement, vous avez cité tous ceux-là qui sont acteurs, qui contribuent donc à une année réussie au niveau des apprenants. Et donc, il y a les apprenants eux-mêmes, les parents, les éducateurs à divers niveaux. Déjà, qu'est-ce qu'il faut mettre en place vers la fin de ces vacances? Oui, vers la fin de cette vacances, il faut mettre en place toutes les stratégies pour bien commencer la rentrée. Et nous parlons de 2 choses, c'est l'organisation et la méthodologie. Donc, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle et du point de vue aussi méthodologique
pour amener chaque famille à bien commencer la rentrée. Dans la famille, il y a les parents et puis il y a aussi les apprenants. N'oublions pas que les éducateurs aussi sont parents. Donc quand vous dites Bien parents sûr. et apprenants, on a tout le monde. Ok, très bien. C'est normal. Déjà, je pense que le CNE, j'ai vu la dernière fois l'organisation de l'État qui se met en place petitement avec les différents départements ministériels, le Conseil national de l'éducation qui s'organisait avec déjà les chefs du département ministériel pour déjà baliser le terrain, faire en sorte que la pré-rentrée déjà, parce que au niveau du public, au niveau du privé aussi, il y a ce qu'on appelle la pré-rentrée, pour déjà baliser le terrain, commencer par déjà jeter, faire la projection de l'année prochaine, organiser au niveau étatique ce qui doit être fait, les organisations, les planifications, les challenges de l'année prochaine, de commencer déjà par jeter les bases. Au niveau déjà des parents, je pense que déjà chaque parent sait ce qu'il attend. Avec 2 enfants, 3 enfants, je pense qu'il faut déjà commencer par, même d'autres ont commencé déjà par acheter un peu les fournitures depuis le début des vacances. Oui. Pour pouvoir ne pas être surpris par déjà la rentrée, parce que vous savez très bien qu'à la rentrée, avec les crises aujourd'hui, les crises économiques et financières, c'est pas facile de pouvoir payer les fournitures scolaires à quelque niveau que ce soit. Donc, au niveau des parents déjà, c'est une organisation qui commence déjà à partir du début des vacances. Donc, à la fin des vacances, c'est normal que les choses se mettent en place pour quand même projeter l'année prochaine au niveau des enfants. Les élèves, les étudiants, qui sont les vrais acteurs du système, doivent déjà commencer par aussi être préparés à comment s'organiser, comment mettre les petits plats dans les grands pour que la prochaine année puisse quand même être, ne pas être pour ceux qui ont redoublé, par exemple, pour ne pas que ce qui s'est passé l'année précédente ne puisse pas recommencer. Donc, il faudrait déjà commencer par mettre en place une méthodologie. Lamine sortait le mot tout à l'heure, une bonne organisation, quitte à ce que au cours de l'année, pendant l'année et après, à la fin, les résultats puissent quand même tenir sur la... Très bien. Merci, Martial. Alors, vous parlez de transition, vous parlez de méthodologie, vous parlez de stratégie. Donc, pour cette transition, il faut faire quoi de manière concrète? Merci à vous pour cette transition. D'abord, la transition est dans la stratégie organisationnelle qui comporte 2 phases, c'est-à-dire c'est beaucoup plus l'aspect transition de rythme et l'aspect l'organisation matérielle qui touche les parents, mais aussi les apprenants. Donc, quand vous êtes dans l'organisation, il faut amener les enfants déjà progressivement à changer de perception. La perception qu'on a des vacances, ce n'est pas la même chose qu'on aura de l'année scolaire. Donc, entre vacances et année scolaire, il y a un petit temps de transition là. Il ne faut pas oublier qu'une bonne rentrée scolaire dépend de bonnes périodes de vacances. Attention. Et quand vous passez de meilleures vacances, agrémentées de tout ce qu'il faut s'amuser, travailler un peu, ça prépare déjà la rentrée. Mais lorsque la rentrée s'approche, vous convenez avec moi que ça s'amplifie. Les enfants, il y a plusieurs types. Il y a ceux qui sont déjà allés à l'école et ceux qui ne sont jamais allés à l'école. Exactement, on va parler de justement. Mais de façon générale, la première des choses d'abord à commencer par faire, c'est la gestion du temps. On met dans la gestion du temps 2 choses. Vite se coucher et vite se réveiller. Parce que l'année scolaire va nous demander de vite nous réveiller et de vite nous coucher pour pouvoir vite nous réveiller. Et vous savez, ce n'est pas le jour de la rentrée que la rentrée scolaire commence. On a dit bien commencer la rentrée. Donc, à l'heure où nous sommes, nos enfants doivent commencer par vite se coucher pour pouvoir vite se réveiller. Ceux qui se réveillent à midi, à 11h, à 10h, à 9h. On peut profiter des derniers jours. Non, les derniers jours sont des moments de transition. C'est pourquoi je dis qu'il faut aller... Il faut respecter une transition, mais il faut aller pas rapidement. Il faut suivre un rythme. Ça veut dire quoi? Lorsque votre enfant a l'habitude de se réveiller à 9h, à 10h, cette semaine, il faut qu'il cesse de se réveiller à 10h, va se réveiller à 8h30 ou 9h. Si vous ne suivez pas un rythme, vous allez penser que vous aurez un résultat, mais le résultat ne sera pas durable. Donc, il faut aller progressivement. Ça veut dire que l'enfant qui se réveille à 9h ou à 10h va commencer par se réveiller à 8h30, 9h. Celui qui se réveille à 8h, moins 1 heure, mais vite se réveiller, c'est vite se coucher. Il ne faut jamais l'oublier. Et quand nous parlons de ce rythme, il faut vite se réveiller, vite se coucher. Il y a certains outils qui ne favorisent pas vite se réveiller, vite se coucher. Il faut aussi les retirer progressivement du système, du jeu. C'est quoi? C'est les écrans. Les enfants les écrans, bien sûr. ont encore peut-être les tablettes.
Ils suivent encore les films jusqu'à une heure très tardive. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Quand nous disons gérer le temps et amener les enfants, la première chose à vite se réveiller, c'est qu'en même temps, ils vont vite se réveiller, en même temps, ils vont diminuer le temps Consacré à l'utilisation de ces écrans. Ça veut dire que les tablettes, il faut diminuer, il ne faut pas leur retirer ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit qu'on fasse ça progressivement. Sinon, vous allez vous dire, l'enfant a tout laissé, mais non, dans sa tête, il n'a pas laissé. Donc, il faut aller progressivement pour voir le temps du réveil. C'est très important, le temps de réveil. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand vous êtes dans les valeurs liées au sens de l'effort, la première chose qui démontre votre capacité à l'effort dépend de votre temps de réveil le matin et le temps où vous allez vous coucher le soir. C'est valable pour tout le monde. Le sens à l'effort est d'abord lié parce que c'est le temps que vous passez dans une journée et les activités que vous avez à faire dans une journée qui vont vous permettre de dire que vous allez réussir ou pas une journée. Si vous vous réveillez à midi, vous n'avez pas le même temps de travail que quelqu'un qui s'est réveillé depuis 4 heures ou 5 heures. Encore qu'on est dans un continent africain où tout est à refaire, nous devons plus travailler pour permettre à nos générations à venir de peut-être s'amuser après. Donc, si nous pensons que nous allons nous amuser, ça pose un problème. Bien sûr. Bon, ce n'est pas le sujet. Mais ce que je voudrais dire, c'est que maintenant, faisons tout pour amener nos enfants à vite se coucher. Et pour vite se coucher et vite se réveiller, c'est quoi? Si l'enfant a une tablette, 1 heure avant de se coucher, ça va jouer sur lui. Parce que la luminosité, les lumières, tout ça, là, ne favorise pas vite dormir. Et voilà. Donc, il faut tout ça progressivement par semaine. La deuxième chose, c'est les activités. Parce que quand nous parlons de rentrée scolaire, nous parlons de tâches scolaires académiques. Il faut que nos enfants commencent par avoir des activités académiques dans leur journée maintenant. C'est vrai qu'ils viennent de finir les cours de vacances pour certains. Finir les cours de vacances ne veut pas dire replonger dans une période où on ne va rien faire. Non. Les cours de vacances doivent nous permettre de créer une transition de tâches académiques. Pour certains, ça peut être la lecture des cours, la lecture des romans au programme, excusez-moi. Pour d'autres, les plus petits ont souvent ce petit problème, ils n'écrivent pas suffisamment bien. Donc, il faut renouer avec les exercices d'écriture. Ou d'autres ne savent pas suffisamment lire. Il faut continuer avec des exercices de lecture. Donc, la première chose, c'est le rythme, le temps. La deuxième chose, c'est de pouvoir associer à un temps une activité académique liée à l'école, sans oublier aussi que l'apprentissage, ce n'est pas le cas, il faut s'amuser. Les jeux traditionnels, sauter, danser dans la cour, les jeux de Lego, tout ça, là, c'est aussi l'apprentissage pour certains. Donc, l'organisation, le point de vue organisationnel qui touche les enfants, c'est d'abord ça, réduire le temps, y ajouter quelques tâches et les préparer progressivement au rythme scolaire qui soit un rythme soutenu. Très bien. C'est-à-dire, les 2 dernières semaines, c'est-à-dire il reste à peu près 2 semaines pour que la rentrée commence fondamentalement. Ces 2 dernières semaines-là, il faut mettre en place ce processus-là que mon ami vient d'énumérer, le temps, la gestion du temps, réduire convenablement les tablettes, tous les jeux vidéo, tout ce qui tourne autour de la télévision, de l'écran et les amusements en général, les sorties. Il faut commencer déjà par les réduire sensiblement. La chance, c'est quoi? C'est que si déjà l'enfant a eu la chance, fondamentalement, d'aller en vacances, ça lui permet d'être dopé moralement et d'être même pressé. Parce que lorsque les vacances sont bien organisées, l'enfant est même pressé d'aller partager avec ses amis tout ce qu'il a vécu pendant les vacances et de pouvoir quand même reprendre le travail de plus belle, quitte à bien passer une bonne année. Donc, déjà, les 2 dernières semaines, réorganiser complètement le système, mettre en place déjà le veto, si même vous êtes un parent autoritaire, il faut déjà commencer, ou un parent, je ne sais pas, un papa bonheur, comme j'aime bien le dire, il faut déjà commencer par discuter avec l'enfant la communication. Il faut mettre l'accent sur la communication. Faire comprendre à l'enfant que les périodes de vacances sont en train de terminer et qu'il faudrait que lui-même en tant qu'apprenant puisse se préparer déjà à la rentrée. Donc, les dernières semaines, l'organisation, la gestion du temps, se préparer et commencer par déjà toucher au cahier. Les préalables de ce qui se passera dans l'année qui va suivre, il faut déjà commencer par l'intéresser. S'il a été en période, au cours de vacances, déjà lui permettre de savoir que tout ce qu'il a appris pendant les cours de vacances, c'est ça qu'il va retrouver de cela. Donc de commencer par déjà se donner à la tâche pour qu'à la rentrée, qu'il ne soit pas, comment appelle-t-on, en train de vouloir tout reprendre à zéro.
Voilà un peu. Très bien. Alors, pour ces apprenants-là, vous l'avez souligné un peu dans dans vos propos tout à l'heure, il y en a qui vont commencer pour la première fois, je vais dire, les cours, que ce soit au cours primaire, que ce soit même au secondaire, ceux qui vont entrer au cours secondaire aujourd'hui. Surtout le cours primaire, quand c'est la première entrée, il y a beaucoup de caprices. Fulgence Savangom. Ah oui, il y a beaucoup de caprices. Je me rappelle de cet apprenant, ça fait 4 ou 5 ans, hein, où tout était prêt, qu'il doit aller à l'école. C'est le jour de la rentrée. Et vous imaginez, on l'a déjà habillé, tout ça. Mais au moment où il doit sortir et puis aller à l'école, il dit que lui ne veut plus aller à l'école. Il refuse. On l'a déjà habillé, il a mangé, il dit non, que lui ne veut pas aller à l'école. Parce qu'en temps, il y a tout le processus qui n'a pas été respecté. Mais à la dernière minute, quand on s'est renseigné, puis je suis dans la famille, mais ça, lui a dit qu'il là-bas, on frappe les gens. Ah oui. Qui vient aller là, on frappe. Personne ici ne vient aller là, on frappe. Et c'est quand il s'est souvenu, il a dit que lui ne veut plus aller à l'école. Mettez-le tranquille et aller à l'école. Aujourd'hui, il passe au CE2 brillamment. Et puis ça, c'est pas. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les plus jeunes ont des spécificités, il faut tout faire pour les respecter. D'abord, il faut comprendre qu'aller à l'école, c'est se séparer de sa maman. Oui. C'est la première des choses. C'est quitter l'environnement familial. Je dis maman parce que les enfants sont beaucoup plus... c'est aussi se séparer de papa. Mais on est habitué à ce que papa sorte et que papa revienne. Donc, c'est déjà un plus. De nos jours aussi, nos mamans, les mamans aussi sortent et reviennent. Mais quand même, du point de vue du lien que les enfants ont avec leur maman, ce lien, l'attachement, tout ça, vous le savez mieux que moi, ça fait que les enfants ne sont pas habitués à quitter leur maman. La première des choses, c'est de régler progressivement ce problème. Et je conseille au moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir de temps en temps de la maison et laisser l'enfant seul. Pour qu'il apprenne à vivre dans une journée sans maman. Parce qu'aller à l'école, c'est aussi vivre d'abord sans maman. Oui, c'est ça. La deuxième chose, c'est de quitter l'environnement familial aussi sans maman. Donc, la première chose, aller ailleurs. Et moi, j'ai l'habitude de dire que souvent, ces jeunes-là, les cours de vacances sont de meilleurs alliés pour eux. Ça leur a permis d'expérimenter pendant un mois, quitter l'environnement familial et ne pas rester avec maman et aller vers d'autres personnes qui aussi ont d'autres centres d'intérêt. Donc, c'est déjà préparer la rentrée de ces enfants, c'est déjà fait ça. Donc, si l'enfant apprend à se séparer, maman sort de temps en temps, l'enfant va se retrouver seul, va s'attacher à d'autres choses, à d'autres personnes, à ses frères et soeurs. C'est très, très important. La deuxième chose, nous avons parlé tout à l'heure de l'organisation, mais on n'a pas parlé de l'organisation matérielle. C'est-à-dire, c'est payer la contribution, mais c'est aussi payer les fournitures scolaires. Oui, on va venir aux parents tout à l'heure. En fait, je voudrais aussi dire quoi? C'est qu'il faut faire participer les enfants au choix des outils. D'accord. Pour les amener à avoir des outils qu'ils veulent. C'est vrai que c'est un coût, c'est un moyen, mais il faut voir en fonction de ce qu'on a, faire plaisir à son enfant, que le sac soit à l'effigie de son jeu préféré, de son dessin animé, tout ça là. Ça permet à l'enfant quand même de se retrouver, d'être attaché à quelque chose dans l'environnement scolaire. Mais le défi actuellement, c'est de créer cette rupture avec maman et les enfants. Sortir souvent sans les enfants et les amener à sortir de l'environnement familial. Si en temps il y avait cours de vacances, c'est déjà un plus. S'il n'a pas eu, il faut permettre à l'enfant peut-être de sortir aussi de l'environnement familial. C'est vrai que c'est 2 semaines, mais en 2 semaines, on peut faire beaucoup de choses. Mais ce défi de rupture avec maman, c'est au cœur du succès. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas lui dire que là-bas on frappe les gens. Il faut sensibiliser les frères et sœurs. C'est les frères et sœurs qui racontent aussi ce qu'ils vivent à l'école. Il faut que l'enfant, qu'on lui parle de l'école, très bien. Parce que c'est tout le monde. Moi, j'imagine, il y a des années en arrière, on me disait qu'on allait frapper. Je n'irai pas, c'est clair. Cet enfant n'a pas un mauvais comportement. Il faut l'amener à lui montrer qu'à l'école, il y a des amis, qu'on rencontre une maîtresse qui donne des cadeaux, qui donne ceci, tout ça là. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas mentir, la réalité est là, mais il va constater la réalité. Donc, il faut l'amener à avoir envie de commencer. Mais malgré tout ça, là, il faut savoir que le jour J, on ne fait pas prévoir... C'est quand on le dépose et qu'on se retourne que... bonjour, les dégâts. Bonjour, les dégâts. C'est une gestion de cas par cas. Oui. Chaque enfant il y a plusieurs types d'enfants. Vous auriez beau faire, bien organiser, structurer la chose, il y a des enfants ce jour-là, ils vont s'éclater. Ils vont refuser d'aller. Ils vont développer leurs caprices. Donc, fondamentalement, c'est que les parents soient présents, comme Chola l'a dit, les mères surtout. Parce que, bon, les pères sont souvent, vous savez, quelque chose. Mais
l'attachement à maman fait qu'il y a des enfants pour lesquels forcément il faut la présence de maman, l'amener jusqu'à la porte de l'école et rester là, le cajoler avec des cadeaux, surtout pour qu'ils puissent partir. C'est toute une organisation qui dépend de chaque enfant. Ce n'est pas un cas général, il n'y a pas une formule magique pour l'insertion des tout petits à la nouvelle rentrée. C'est une gestion qui est presque individuelle. Très bien. Alors, dans votre propos tout à l'heure, vous parliez donc de ces apprenants qui vont redoubler les classes. C'est vrai que quand on redouble une classe, on n'y va pas forcément de gaieté de cœur. C'est beaucoup d'anxiété, beaucoup, disons, de malaise de se retrouver, surtout si on doit retrouver le même établissement et autres. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour bien démarrer donc, cette rentrée? C'est toujours la même chose. C'est que les parents puissent quand même leur donner de bons propos, puis que les parents ne puissent pas crier là-dessus. Parce qu'il y a des parents qui sont des parents tyrans. Il y a des parents autoritaires. Il y a des parents qui disent, lorsque tu n'as pas fait telle chose là maintenant, tu n'es pas passé. Donc, cette année maintenant, je ne vais pas te faire telle chose. Je vais pas... Ils vont vouloir retirer certains avantages que l'enfant avait. Mais quand vous faites ça et vous mettez une forte pression à l'enfant et qui se sent un peu ne plus être cajolé comme avant parce qu'il a redoublé, ça veut dire que son moral sera saqué. Et si vous ne travaillez pas convenablement sa psychologie, quitte à lui permettre de dire non, l'échec est un processus naturel de la vie, de l'école, et qu'il doit travailler maintenant, redoubler d'efforts pour quand même passer brillamment cet échec-là qu'il lui aurait fait cela l'année précédente. Donc s'il n'y a pas un bon coaching, il n'y a pas un bon management, au niveau des parents, au niveau même de l'école et de l'enseignant, parce que n'oublions pas, l'enseignant aussi est le relais de la famille pour continuer la même sensibilisation. Si l'enseignant aussi ne continue pas dans le même sens, je pense que l'enfant serait toujours frustré parce que quand un enfant échoue, attention, même en tant qu'adulte, lorsque vous essuyez un échec, ce n'est pas facile de se remettre. Quoi qu'en soit le niveau où vous êtes, ce n'est pas facile. Donc, pour un enfant qui n'est pas encore mature, qui n'a pas encore cette maturité d'esprit de pouvoir traverser cet échec-là, ce désert-là, soi-disant, il va pas se retrouver. Donc, il faudrait que les acteurs à divers niveaux, les parents y compris, au premier rang, puissent quand même bien travailler l'enfant et l'amener également au niveau de l'enseignant, de la communauté, pour lui permettre de reprendre l'année et de lui donner la capacité de dire quand même que l'échec, ce n'est pas une fin en soi. Il peut reprendre et aller faire cela. Et pourquoi pas ne pas lui donner des exemples de ceux qui ont déjà échoué, mais qui ont réussi. Je prends souvent l'exemple de... Moi, j'aime beaucoup l'invention, je suis dans la création de l'innovation, donc j'aime bien l'exemple de Thomas Edison qui, ma foi, avant que nous ayons la lumière, l'incandescence que nous avons aujourd'hui, nous utilisons, il en a fait... Il a traversé plus de 1000 d'échecs avant de venir là où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, qui ne se perd pas d'utiliser les lampes que nous avons aujourd'hui. Mais pourtant, il a échoué pendant longtemps. S'il n'a pas été déterminé, s'il n'a pas été courageux, s'il n'a pas été vraiment tenace, il ne pouvait pas venir à ce résultat-là. Donc, la vie n'est pas que réussite. Il faut échouer des fois pour apprendre de vos échecs. Comme l'a dit Mandela, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des leçons, il n'y a que des expériences. Soit je réussis, soit j'apprends. Merci. C'est un problème de coaching, comme l'a dit M. Martial. C'est d'ailleurs pour cela que nous, cette année, nous avons dit, notre défi majeur, c'est de former les parents de véritables coachs de leurs enfants. Et nous irons chercher les parents là où ils se trouvent, dans l'environnement professionnel. C'est vrai, c'est pas facile, on commence d'ailleurs demain quelque part, je ne vais pas le dire ici. Nous allons former les parents à être les coachs de leurs enfants. Et le défi, c'est que l'environnement professionnel soit là où on renforce le pouvoir décisionnel des parents à bien coacher. Parce que le bien-être familial crée le succès dans l'environnement professionnel. La pauvre Madame Brunel, ce matin, vous venez de votre environnement familial. Vous venez avec l'émotion de joie ou du stress de la famille. Si nous travaillons à coacher chaque parent à venir dans l'environnement professionnel avec l'émotion de joie, le Bénin va gagner. C'est d'ailleurs notre défi cette année. Donc pour ces enfants, c'est un plan de coaching. Il faut leur montrer que l'échec est un succès reporté. Et il faut partir des vacances pour les amener à faire le bilan de leur échec pour qu'ils sachent ce qui les attend comme effort, comme challenge l'année à venir. Et quand l'enfant est préparé à relever ce challenge, il est même pressé de commencer la rentrée scolaire. C'est un problème de méthode et d'organisation. Nous le disons tout le temps.
Et il faut outiller, renforcer le pouvoir décisionnel des parents. Donc, pour ces enfants, je vous assure, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est réalisable. L'échec est un succès reporté. Votre enfant échoue. Pourquoi il a échoué? Je peux vous assurer que l'échec même peut provenir de la famille. C'est peut-être les parents qui peuvent être la base de l'échec. Parce que l'environnement familial n'a pas favorisé la capacité à aller en altitude de l'apprenant. L'échec peut être l'enfant, mais ça peut être dû à un processus de socialisation de l'enfant, à l'enfant dès les 6 premiers mois de sa vie, où l'enfant n'a pas. Donc, quand un individu échoue, un enfant, un apprenant échoue, ce n'est pas la fin du monde. Nous avons tous connu des échecs à un niveau ou à un autre. À un autre. Ouais. Donc, il faut travailler à renforcer le pouvoir décisionnel des parents. Nous, c'est notre défi cette année. Et nous irons partout, partout les gens vont nous apprendre, pour montrer aux parents, pour montrer aux chefs d'entreprise, pour montrer aux chefs institutionnels que nous avons tous intérêt à garantir l'émotion de joie, de bonheur à tout individu qui vient dans son environnement familial, dans son environnement professionnel. Donc, nous devons questionner la famille des uns. Il ne s'agit pas question de leur dire comment on fait le drap, comment on fait ceci. Non, nous sommes dans le principe. C'est 3 choses. On parle du principe, les valeurs, les informations et le comportement. C'est chaque fois 4 choses que nous disons aux gens. C'est le coach qui peut savoir qu'il y a 54, ceci, non, ça là. Il faut aller à l'essentiel. Donc, je vais vous dire un truc. Ces enfants qui ont échoué, je voudrais leur dire ce matin, l'échec est un succès reporté. Et que quand vous avez eu à faire le bilan de votre échec, je vous assure, vous êtes sûrement pressé de reprendre et de réussir brillamment. J'en suis sûr et convaincu. Et l'espoir est réalisable à ce niveau. Absolument. Je suis d'accord avec vous, Fulgence Arangono. Nous parlons beaucoup d'apprenants, mais il y a également les parents aussi qui ont assurément leur rôle à jouer. Mais en dehors donc de cette préparation, je vais dire matérielle, matérielle des parents qu'on va brosser tout à l'heure, il y a bien entendu l'organisation qui change de tout autour quand la rentrée démarre et qu'il faut remettre en place un autre système justement pour répondre aussi à dans son domaine professionnel et pouvoir accompagner les enfants pour cette rentrée. Oui, vous savez, la rentrée scolaire, c'est aussi une rentrée pour les parents d'élèves que nous sommes. Ça demande un changement de stratégie de rythme. Si pour les enfants, le rythme est soutenu, c'est que nous aussi, nous devons revoir les activités que nous avons inscrites dans le temps pour tel ou tel résultat. Il est aussi important pour le couple de s'asseoir et de dire qui va prendre telle responsabilité, amener les enfants à les chercher, qui va faire ceci, cela. Vous savez, nous, on a essayé déjà, on a résolu ce problème-là. Je ne suis pas venu faire du commercial ici, mais nous avons au moins le cahier des objectifs où les parents doivent inscrire les tâches, à quel moment le faire, et faire le bilan chaque jour s'ils ont fait ou pas. C'est très important. La rentrée, ce n'est pas que pour les apprenants, mais la meilleure, la grande rentrée qui crée l'autre rentrée, c'est la rentrée des parents. Chers parents, vous qui nous regardez, la rentrée sera pour vous. Qui va faire quoi pour quel résultat? C'est très très important. Et l'important déjà que le couple, là où ce n'est pas toujours facile, c'est quand c'est une famille monoparentale. Et je dis vraiment bonjour à toutes ces mamans qui tous les jours font des efforts pour créer les hommes de succès de demain. Et dans Tchénami, je vous dis merci. L'espoir est réalisable et vos enfants vont réussir cette année. Un peu d'effort. Il ne faut pas être découragé. Il ne faut pas que ces parents cessent d'être parents. Mon message ce matin, pour la majorité, c'est les mamans. Il ne faut pas cesser d'être parents. Tous les jours, dites-vous, je ferai un peu plus. Parce que l'effort crée toujours un succès. Le succès du bien-être des enfants. Donc, il faut que les deux s'asseyent pour voir qui va faire quoi. C'est très, très important. Il faut le faire maintenant. Il ne faut pas attendre le jour de la rentrée pour dire, bon, moi je dis non. Il faut d'abord avoir une stratégie organisationnelle dans la tête. C'est vrai qu'il y aura des imprévus chaque fois. Oui. Ça, c'est clair. Mais il faut savoir qui va déposer les enfants. Si moi, je sais que le lundi, j'ai une émission à 7 h, si madame peut le faire, peut faire cette gestion, là, ce serait un plus. Et parfois, il ne faut pas oublier qu'il y aura des gestions déléguées. Quand bien même l'éducation n'est pas une gestion déléguée, nous allons solliciter parfois d'autres personnes pour réaliser les tâches que nous devons faire pour avoir de meilleurs résultats. Il faut avoir confiance à ces personnes et définir ça. Tout ça, c'est une question d'emploi du temps. C'est pourquoi nous parlons de management de la famille. C'est très important, c'est possible, nous le faisons tous les jours. J'invite les uns les autres. Mais je pense à la monoparentalité, à tous ces moments. Et dans Tchénami, l'espoir est réalisable. Mais Mandou vit dans les doublons. Martial. Les mères elles sont ce qu'elles sont. Les mamans, c'est le cœur même, c'est le sel même de la terre, la lumière du monde, comme disait l'autre.
tout revient, tout pèse sur la tête, fondamentalement. Mais néanmoins, comme mon ami l'a dit tout à l'heure, la planification est au cœur de la vie de l'homme. Ce qui nous différencie, nous Africains, béninois en général, surtout en particulier, c'est que nous n'avons pas une capacité à nous organiser. C'est la planification. Les autres s'organisent mieux à tous les niveaux, sur tous les plans. Nous, autres parents d'élèves, quoi qu'en soit nos occupations, si nous ne nous organisons pas, si nous n'élaborons pas un plan, une planification pour la nouvelle rentrée, pour la gestion des enfants, je pense que nous aurions beau faire investir beaucoup d'argent, là, on passera à côté. Parce que lorsque vous n'êtes pas planifié, lorsque vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez pas gérer la nouvelle rentrée. La nouvelle rentrée, ce n'est pas que pour les élèves, pour les choses-là, c'est pour vous-même également. Très bien. Merci, Martial Aklo. Je vous propose de marquer une petite pause. Nous revenons donc sur notre plateau pour poursuivre notre discussion sur comment entamer donc cette rentrée et faire de cette année scolaire une réussite. Alors, parmi nos apprenants, il y en a qui doivent, par exemple, disons, choisir leur filière. Si ce n'est pas encore choisi, normalement les cours de vacances sont passés et normalement cela devrait déjà être fait. Également, bien entendu, changer d'établissement, pourquoi pas, parce que l'établissement qui a été fréquenté l'année passée n'a pas forcément donné le résultat que l'on espère et autres. Et donc, assez de changements qu'il faut prendre aussi en compte si l'on veut se camper sur ces deux aspects aussi, Fulgence. Oui, mais il ne faut pas oublier que les apprenants ont tendance à influencer les parents. Quand je dis par exemple changer d'établissement parce que l'enfant a échoué, on pense qu'il faut changer d'établissement. Il ne faut pas oublier, on prend une décision parce qu'on a fait un bilan. Parce qu'on a des éléments qui justifient, qui nous motivent à faire telle ou telle chose. Un enfant qui veut changer d'établissement, il faut voir si l'établissement a au cœur vraiment de l'échec. Les enfants, quand ils échouent, ils veulent aller ailleurs pour recommencer à zéro. Il faut apprendre à continuer là où on est tombé, on a échoué. C'est très important. Moi, j'ai horreur de ceux-là qui fréquentent pratiquement tous les établissements de Cotonou, de Porte-Nouveau. Et qui partent d'établissement en établissement. Non, c'est pas. C'est peut-être parce qu'il y a eu des déménagements aussi. Bon, là, je conçois. Je suis totalement d'accord qu'il faut rapprocher l'établissement de la maison parce que les trajets pour venir à la maison, c'est du temps. Et on perd du temps, les enfants sont fatigués. Et le temps pour travailler, parfois, ça fait défaut. Mais si nos apprenants veulent reprendre d'autres établissements parce qu'ils ont échoué, moi j'informe les parents, il faut qu'ils reprennent même Manu Mitare, là où ils ont échoué. Parce que vous savez, il ne faut pas oublier, quand vous êtes dans un établissement, vous avez la chance, les uns les autres ont une connaissance de ce que vous êtes. Le corps enseignant connaît parfois vos difficultés. Et vous avez le devoir de réaliser envers eux un espoir, réaliser un challenge. Mais quand vous allez quelque part éventuellement, il y a un temps de latence où les gens vont apprendre à vous connaître. Il y a des apprenants à qui on ne peut pas laisser ce temps de latence. Parce que quand vous leur laissez ce temps de latence, les mauvaises notes vont s'installer, la démotivation va s'installer et l'enfant va se dire, est-ce que je peux? Donc, la majorité des cas, je propose brillamment aux parents de les amener brillamment là où ils ont échoué. Mais quand nous faisons un bilan et nous constatons que l'établissement ne répond pas à un certain nombre de critères, ou la distance, ou ceci ou cela, je suis d'accord, on peut changer. Mais on ne peut pas changer chaque année ou chaque 2 ans d'établissement un enfant. Non, ce n'est pas, on n'est pas en tout cas, non. Ça là, je suis strict là-dessus, je le dis, et j'assume, c'est très important. Vous ne pouvez pas aller dans tous les établissements de Porte-Nouveau, vous ne pouvez pas aller dans la majorité des établissements de Cotonou, de Parakou, restez là où vous êtes. Vous savez, quand je fais avec les apprenants, parce que vous savez, moi je ne suis pas un coach de l'extérieur, je vais souvent dans les familles pour faire du coaching. Et quand je vais dans une famille nouvellement, je fais un diagnostic pour voir, même quand l'enfant passe, il faut voir ses atouts et ce qu'il doit revoir pour réussir. Quand je fais souvent ce diagnostic, la majorité des enfants qui ont échoué, vous allez voir que l'échec est dû à eux-mêmes, au manque d'efforts. Parfois et souvent c'est ça. Donc quand c'est le cas, ce n'est pas l'école, il faut qu'ils reprennent là où ils sont. Donc j'informe vraiment les parents et les apprenants que vous allez reprendre là où vous avez échoué. Parce qu'en le faisant, vous allez réussir brillamment. Mais quand vous sautez de coq à l'âne,
vous êtes nouveau, vous êtes nouvelle, vous pensez que c'est la fin du monde. Après, on constate. Les parents, si vous avez suffisamment de moyens, à l'heure où nous sommes, il y a des enfants qui ne savent pas s'ils auront des cahiers. Il faut les accompagner. C'est mieux de prendre l'argent d'aller à chaque fois dans un nouveau établissement. Changer d'établissement. Si les causes qui sous-tendent véritablement le changement de l'établissement, le déplacement des parents, beaucoup d'autres causes, on peut accepter le changement de l'établissement. Mais si ce n'est que pour l'échec, non, c'est pas vrai. Ça n'a même pas de sens. Là où vous avez trébuché, vous devez vous relever là. C'est un impératif qui s'impose à vous pour que les autres, ceux qui sont là, ceux devant, ceux pour qui, votre environnement immédiat dans lequel vous avez échoué, puissent vous quand même dire, félicitations à nouveau, c'est un défi, c'est un challenge. Mais ce changement de caprice, c'est les enfants qui dominent généralement les parents qui font ça. C'est-à-dire, je veux passer à telle école, un camarade, un ami, à quitter l'établissement. Il y a aussi, même quand on n'a pas échoué, on voit les camarades qui ont quitté l'établissement et nous, on va se retrouver, peut-être parce qu'il n'a pas forcément d'autres amis, dans l'établissement. Et donc, il veut suivre ses amis ailleurs pour pouvoir être à l'aise. Non, il faut refuser. Ça, c'est des caprices d'enfants. Si vous parents, vous acceptez à ces caprices-là, c'est que vous n'allez pas permettre à l'enfant d'apprendre de ses erreurs et de pouvoir évoluer. Donc, à ce niveau-là, il faut dire catégoriquement, ce n'est pas bien. Si il y a des raisons valables, on peut accepter le changement. Ça, c'est une question de négociation, de discussion et de compréhension, de logique. Mais si la logique qui sous-tend le changement n'est pas là, il faut revoir. Mais quand il s'agit, à la question de choix, là, vous venez à mon marigot, à moi. Oui. Vous venez chez moi tranquillement en tant que consultant en orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Nous, qu'est-ce que nous faisons depuis des années? Je disais tout à l'heure à mon ami dans les coulisses, ça fait une dizaine d'années que nous sommes en train de donner de la voix pour informer, éduquer, communiquer avec les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, quitte à leur dire l'orientation est la fondation de l'école. Si vous voulez réussir un système éducatif dans n'importe quel pays au monde, la fondation, l'élément basique, c'est l'orientation. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'échec. Lorsque l'enfant a échoué, il faut chercher les causes qui ont amené l'enfant véritablement à échouer. Si l'enfant est bien quelque part et que vous n'aviez pas pu le mettre dans cet environnement-là, dans ce milieu-là, et que vous laissez l'enfant évoluer dans votre propre choix, le choix des parents, ce que nous faisons généralement, tout le monde le fait. Je veux que tu fasses de la médecine, je veux que tu fasses telle chose-là. Et là, tu imposes la discipline, la formation à l'élève ou à l'étudiant ou à un niveau supérieur, c'est que vous empêchez l'enfant de pouvoir faire éclore ses aptitudes. Et c'est en cela que nous disons, nous mettons au niveau de cette orientation-là, l'orientation qui est très vaste, de mettre au cœur de l'orientation, l'élément basique qu'est l'aptitude de l'enfant lui-même, ce qu'il a au fin de lui-même. Pas de chercher, l'orientation c'est très vaste, c'est une science. Il y a deux approches, il y a l'approche procédurale et l'approche processus. L'approche procédurale met en valeur toutes les notations, les bulletins de notes, les interrogations, les relevés des différents examens. Mais l'orientation processus tient compte des valeurs intrinsèques de l'enfant, de l'élève ou de l'étudiant. Ça dit quoi? Ça dit tient compte de ses aptitudes, de ses capacités, de ses talents, de tout ce qui est inné chez l'individu. Et c'est cette promotion-là que nous sommes en train de faire depuis plus d'une décennie pour dire aux parents d'élèves, à toute la communauté éducative, si vous ne mettez pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, vous seriez beau formé, c'est ce que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. À la fin de chaque année académique, nous sortons des dizaines de milliers de nos universités publiques comme privées, mais au niveau de l'employabilité, au niveau sur le marché de l'emploi, les éléments, les gens, ils ne se retrouvent plus. Parce que l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi fait que tout le monde, tout ce nom pléthorique-là, tout cet effectif-là qui sort de nos universités, bien formés, barbus de très bons diplômes, de très bons parchemins, ils n'arrivent pas à se retrouver au niveau du marché de l'emploi. Ce qui fait que quoi? Pour opérer le choix, la loi d'orientation est là. La loi 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation en République du Bénin. La loi dit quoi? La loi dit que l'orientation est un droit pour les élèves et étudiants. C'est un droit. Et le législateur ne s'est pas arrêté au niveau des droits. Il a dit que c'est des droits et des obligations pour l'élève et l'étudiant de pouvoir les orienter convenablement. C'est un droit pour l'élève et l'étudiant que l'État, en tant qu'entité, puisse trouver des voies et moyens, quitte à l'orienter
pour leur permettre de ne pas, au niveau à la fin de la formation, de ne pas se perdre. Surtout ce que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui au niveau du marché de l'emploi, au niveau dans le monde du travail. Donc, pour opérer un choix, nous, avec la fiche professionnelle, comme support d'orientation, nous mettons l'accent sur les talents, les aptitudes, les dons de l'étude. C'est une étude minutieuse que nous faisons. On étudie minutieusement la personne, l'élève, que ce soit l'étudiant, que ce soit une grande personne, parce que la problématique de l'orientation, elle n'est pas que pour l'élève ni pour l'étudiant. Ni pour l'étudiant, c'est pour l'adulte. Merci bien de le comprendre. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre, parce que quand on dit orientation, on pense que c'est les élèves qui viennent d'avoir le CEP ou bien le brevet ou le baccalauréat. Non, c'est pas vrai. La loi d'orientation est claire, c'est à partir de la seconde. C'est-à-dire que lorsque l'élève quitte la troisième pour la seconde, la loi doit lui être appliquée, nécessairement. Mais nous autres, en tant que techniciens, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que l'orientation doit commencer déjà à partir de la sixième. Lorsque vous quittez vous avez le cours primaire, justement, pour que nous puissions aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train d'instaurer, avec le système éducatif qui est en train d'être revu, il faudrait qu'à partir de la sixième, qu'on puisse orienter convenablement les élèves pour pouvoir aller à la formation technique et professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes très heureux que le gouvernement en place, le régime de la République est en train de projeter la construction d'infrastructures, ce que nous souhaitons depuis une décennie, de pouvoir construire véritablement les lycées techniques et professionnels, les centres de métiers, pour permettre à ce que déjà à partir de la sixième, qu'on puisse orienter les jeunes enfants à pouvoir évoluer sixième, cinquième, quatrième, jusque déjà au niveau de la troisième, ils peuvent déjà avoir le CAP, un CAP mécanique, un CAP d'électricité, pour que nous puissions répondre fondamentalement, parce que la base, l'élément fondamental au niveau de l'orientation, c'est de permettre à ce que nous puissions satisfaire en tant que Béninois nos besoins, les besoins auxquels aujourd'hui la société béninoise est confrontée. Donc déjà pour nous autres techniciens, c'est à partir de la sixième qu'on doit orienter. La loi a dit à partir de la seconde. Les nouveaux bacheliers qui viennent de faire chose là, nous leur proposons une étude minutieuse qui part de leur relevé de notes, de leur acte de naissance, de leur permis de conduire, de leur passeport, tout support d'identification qui puisse permettre à ce qu'on puisse permettre de dégager les aptitudes de l'élève ou de l'étudiant, quitte à lui permettre de pouvoir obtenir un choix vrai, qui puisse ne pas se perdre demain au niveau de marché de l'emploi. Oui, par rapport à l'orientation, je voudrais ajouter tout ce qui a été dit, c'est clair, c'est vrai. Mais vous savez, orienter, c'est prendre un chemin, c'est faire un choix parmi plusieurs. Mais qui fait le choix? C'est d'abord l'individu. Il est qui? Il a si bien dit. Et vous savez, le problème de l'éducation est basé sur un mot. C'est une question d'orientation. Orientation parce que l'enfant même qui a échoué, rien ne prouve qu'ailleurs ne sera même pas le meilleur. Je vous donne un exemple. Moi, vous savez, en tant que coach scolaire, je fais l'orientation. Je l'ai fait plusieurs même cette année. J'ai connu un apprenant de 30 ans, j'ai connu un apprenant de 15 ans. Pour le bac cette année, j'ai eu 30 ans et 15 ans. Le plus petit a 15 ans. La plus a eu 30 ans. Et vous savez, c'est parce que celui qui est dernier, on n'a pas pu l'orienter vers ses performances, qui s'est retrouvé pas en altitude. Donc le problème de l'éducation en général, quand il y a un problème, c'est un problème d'orientation. Et vous savez, je voudrais dire quelque chose, parce que l'orientation chez nous, c'est de deux niveaux. Quand nous parlons de l'orientation professionnelle, qui commence très tôt parce qu'il faut l'orientation scolaire, pour tout ça, vous dire l'orientation professionnelle, nous sommes beaucoup plus dans l'information professionnelle. Parce que quand les gens ont le bac, vous les réunissez là, et vous leur dites, il y a telle filière ici, ça c'est de l'information professionnelle. Et moi, quand je fais mon orientation, je ne le fais jamais à un groupe. Alors nous sommes, j'ai refusé. Les gens m'ont appelé et dit, si vous voulez, je viendrai parler au groupe, mais n'appelez pas ça orientation. Il ne faut pas salir mon nom par rapport à ça là. Excusez-moi, ce n'est pas une manière de... Mais ça, c'est de l'information professionnelle. Il faut dire chaque chose en utilisant les mots qu'il faut. L'orientation, c'est individuel, c'est du B2B. Parce que vous prenez l'individu, vous voyez son cursus scolaire, les performances scolaires, sa personnalité, il est qui, ses connaissances et ses performances, et vous voyez le profil professionnel. Et tout ça, quand vous faites l'orientation, vous ne pouvez pas influencer. Quand ça sort, c'est un résultat. Chez nous, c'est des points. Vous voyez chaque point. Et moi, j'ai l'habitude d'associer les parents, juste pour qu'ils proposent une formation. Ils ne vont pas influencer. Chez moi, on ne peut pas influencer. C'est des points. Vous ne pouvez pas. Quand vous dites la fin est terminée, c'est l'enfant, dans ses choix de réponse, qui donne les points à chaque formation ou pas.
Donc, il ne faut pas oublier, il faut faire la différence entre information professionnelle et orientation. La deuxième chose en termes d'orientation, c'est l'orientation des performances. Ça, ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas lié à la formation. Mais au début de la rentrée, chers parents, c'est important de faire l'orientation des performances. Ça revient à faire quoi? Le premier aspect, c'est qu'il faut motiver l'enfant. Le second aspect, c'est qu'il faut faire un lien, un contrat de performance entre l'enfant et ses parents pour leur dire, moi, pour le premier trimestre, moi, pour la première composition, voilà la performance. Vous savez pourquoi? Quand vous n'arrivez pas à motiver les enfants dès le début, en fonction de leur spécificité, il y a des enfants diesel. Quand l'enfant n'arrive pas à avoir de meilleures notes dès le début, ça pose un problème pour la suite. Oui. Il y en a qui arrivent à prendre le train en marche, mais il faut éviter dans celui qui subit. Quand dès le début, l'enfant dit, voilà ce que je veux faire, voilà les comportements que je dois avoir, vous êtes sûr que dès le début, il commence par avoir de bonnes notes. C'est important pour la suite. Mais quand l'enfant va subir, c'est qu'il a 4, 5, et va courir derrière 10, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc nous proposons orientation professionnelle, c'est pour tout, à partir de 6e. Moi, j'irai même en tant que coach en parentalité efficace pour vous dire même dès la naissance de l'enfant, les outils que vous achetez à vos enfants, les jeux qu'il fait, ça a commencé, c'est un choix déjà. Parce que les activités de nos enfants dès le bas âge permettent à chaque enfant de développer un certain nombre d'habiletés motrices, sensorielles, affectives, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est déjà un choix. Tout à fait. Ça, c'est le coach parental qui parle. C'est pourquoi on dit dans la famille, il faut la parentalité, la vie de couple et l'enfant à l'école. Et quand vous faites cela, vous êtes déjà, en tant que parent, vous donnez une orientation, vous faites un choix des performances, des habiletés à développer à vos enfants. Mais l'orientation des performances, c'est très important. Au début de chaque rentrée, il faut asseoir tout le monde. Les uns les autres vont donner, faire un contrat en termes d'objectifs, de compétences, de performance et d'attitude. J'espère que vous allez nous inviter pour ça. C'est sûr. Et vous allez voir ce que ça va donner. Nous, pour cette nouvelle rentrée, il faut une sorte de rupture, pas la rupture politique, mais la rupture des principes académiques. La rupture politique aussi, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose, c'est une continuité. Oui. Mais cette rupture va permettre de changer de comportement, va permettre d'amener nos enfants à réussir à la fin de l'année. Et le succès, c'est pour tout le monde, c'est toute la communauté. Parce qu'aller à l'école, c'est un investissement, il ne faut pas oublier. Oui, ça c'est vrai. Alors, oui. Il est en train de dire quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire nous avons mis en place, justement, les colonisateurs et nos amis de l'autre côté qui nous avaient peut-être fomenté le moral au début des années 50 et autres. Ils ont mis en place un système de premier et de dernier. C'est quoi le problème? Celui qui est premier, il a pris ce retour dans le système académique à l'école où la formation théorique, le système, ce que moi j'appelle le système du perroquet, on lui a donné les cours, il a bien fait ça, là il a bien assimilé, il est premier. Celui qui ne se retrouve pas, qui est dernier, ma foi, et qui dans le système ne se retrouve pas, il sera dernier. Étudiez-le, travaillez-le, sortez-le de ce système, mettez-le à quelque part. Vous allez voir que si vous ne savez pas faire celui qui est premier au niveau de l'école, c'est lui qui va employer celui qui est maintenant le grand premier au niveau du cursus scolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un système sud-africain, un système anglais, qui dit tout le monde est utile. Le système Ubuntu. Le premier a besoin du dernier. Le dernier a besoin du premier. Et c'est une complémentarité pour que nous puissions avoir une société bâtie, un pays évolué. Nous avons besoin de tout le monde. Pour moi, amenez-moi le dernier, je vais faire de lui un premier, un vrai. Amenez-moi le premier, je le mets à des niveaux donnés, il ne va pas se retrouver. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'homme a 3 aptitudes. Je veux m'en arrêter pour ne pas vous faire chose là. L'homme a 3 aptitudes, il les disait tout à l'heure. Il y a les capacités psychomotrices, ce que nous appelons les capacités psychomotrices. Les capacités intellectuelles, c'est dans ça que nous évoluons aujourd'hui dans notre système éducatif. Le modèle lent, avec les CEG, les collèges d'enseignement généraux que nous avons, avec des CEG un peu partout, on ne forme que l'intellect. Que ce que nous avons là, les banquiers, on ne forme que les enseignants, les intellectuels chevronnés. Aujourd'hui, avec le système au niveau des différentes capacités psychomotrices, il y a les capacités manuelles. Oui.
Ce que vous voyez, vous prenez un enfant, tout de suite. il le disait tout à l'heure, que vous prenez un enfant, vous allez le voir, et au niveau des jeux déjà, en tant qu'enfant, il aime les jeux vidéo, il fait chose là, vous allez voir que sa capacité intellectuelle est en train de se développer. Vous allez voir d'autres enfants très, très habilement, dans leur mouvement, ils sont plus agissants au niveau des mains. Vous allez voir, les 10 doigts sont tout le temps en train de travailler. C'est valable pour tout le monde, hein. C'est pour tous les adultes, ce n'est pas que pour les enfants. Vous allez voir d'autres, c'est ça les activités sportives. Vous allez voir, ils sont souvent dans dans tout ce qui est mouvement de pied, sport. Et c'est ça la professionnalisation de l'activité sportive aujourd'hui qui a commencé dans notre pays. Donc chez nous, techniquement, nous parlons de 3 capacités psychomotrices. Les capacités intellectuelles, les capacités manuelles et les capacités piédex. Vous prenez n'importe quel... Là, vous êtes en tant que journaliste, vous êtes dans les capacités intellectuelles. Oui. Parce que vous êtes dans l'intellect, vous utilisez l'intellect pour pratiquer votre métier. C'est pour vous ajouter à ce que Fulgence Arongonon disait. Alors, c'est vrai que vous avez essayé donc de nous dire comment vous faites et autres, mais pour le parent qui a son enfant et qui ne peut pas vous appeler en réalité, comment aider son enfant? C'est aussi ça. Parce que tous les parents n'ont pas la possibilité d'emmener leurs enfants voir un coach ou bien... Comment aider son enfant? Non, vous savez, nous, on a d'abord essayé de résoudre ce problème en disant que nous irons dans l'environnement professionnel parler de la famille. Ok, donc vous irez et ce n'est pas facile. Oui. Partout où on passe, on le dit, on dit oui, coach, ce que vous dites c'est pertinent, c'est vrai. Mais vous voyez, si vous voulez faire une conférence ici, il faut parler de profession avant de... Je dis ok, ce n'est pas facile, mais il faut qu'on démontre aux gens que ce qui permet à tout agent d'être la meilleure version de lui-même dans son environnement professionnel, c'est le bien-être familial. Parce qu'il vient avec les émotions de la maison. Donc, en cherchant à résoudre le bien-être familial, quand une entreprise cherche à résoudre ça, en réalité, il travaille aussi pour l'entreprise. Je voudrais le dire à tous ceux qui nous écoutent. Donc, quand nous venons pour ça, il faut comprendre que c'est un lien. La vie d'un individu, c'est une complémentarité, une compensation, une soumission. Les 3 principes de la famille d'ailleurs. Donc, nous allons quand même, mais on ne peut pas aller partout. Oui. Ça, c'est clair. Ce que je voudrais dire aux parents, c'est de suivre les stratégies que nous avons dit tout à l'heure, du point de vue organisationnel. On n'a même pas tout dit. Il faut que l'enfant se réveille tôt, vite se coucher, qu'il ne laisse pas le cahier, qu'il arrive à lire, à écrire ou faire une lecture jusqu'à la rentrée. La deuxième chose, c'est que tout le monde, à quelques jours de la rentrée ou juste après le week-end qui suit, quand on vient s'asseoir et qu'on fasse un contrat de performance, ça veut dire quoi? On peut écrire dans le cahier. C'est vrai que nous, on a les outils pour le faire. Il y a le cahier des objectifs. Je ne suis pas venu pour en parler. Je vous tranquille. Donc, merci, Madame Brunel. Mais vous pouvez prendre un cahier de 50 pages. Et chacun va dire, pour la rentrée scolaire, pour le premier trimestre, s'il est au secondaire, je voudrais avoir telle moyenne. D'accord. Dans chaque matière, je voudrais avoir telle moyenne. Je voudrais avoir tel comportement. Quand tu quittes l'école, tu es au marché de Godomé, tu quittes CG Godomé, c'est quelques mètres, et tu fais 45 minutes. Il ne faut plus perdre ton temps. Sur le chemin de retour, tout ça pour contribue pour bavarder. Tu n'es pas encore parlementaire. En janvier, ça va commencer. Si tu as l'âge, tu vas y aller. Si tu es candidat, il faut attendre ton tour. Donc, tu ne fais pas souvent tes exercices. Donc, il faut leur dire des attitudes. Le comportement qui a l'habitude de manquer à l'enfant, il faut qu'il arrive à convertir ça en comportement qu'il faut pour aller en attitude. Donc, il faut écrire pour chacun. Pour chaque enfant que vous avez dans un cahier de 50 pages. Mais pour le primaire, c'est un peu différent. Quand lui parle de la moyenne qu'il aura au premier trimestre, lui va parler du rang qu'il va occuper pour la première composition. Oui. Vous voyez une différence? Bien sûr. La première composition, moi, je vais être dans les 5 premiers. Bravo. Je vais avoir telle note dans chaque matière. ESUST. C'est un objectif de compétence. Il est en train de se projeter dans l'avenir en fonction des notes et le comportement. Ce que je dis, j'invite tout le monde à le faire. Je voudrais d'ailleurs dire merci, on n'a pas fini pour télé, c'est pour moi aussi une rentrée médiatique. J'irai un peu partout pour informer les gens. Il faut que dans chaque famille, on arrive à faire ce contrat de performance. Et il faut motiver. C'est vrai que j'ai un test pour la motivation. Voilà, ceux qui vont nous appeler. J'ajoute pour dire, il y a un psychologue canadien qui a fait une étude, de grandes études au niveau de la parentalité, au niveau de la famille, pour dire
L'investissement sur un enfant jusqu'à l'université, jusqu'à la licence, le premier diplôme universitaire, tourne autour de 33-34 millions de francs CFA. L'investissement. Vous savez très bien de quoi je parle. C'est un psychologue, un érudit canadien qui a fait les recherches et qui a démontré que ça tourne autour de 33-34 millions de francs CFA. C'est-à-dire, nous mettons dans notre offre, dans notre devise. Mais combien ça coûte pour aller chercher un coach, aller chercher un consultant pour savoir orienter convenablement un élève ou un étudiant, quitte à lui permettre avec débourser, sortir 100 000 ou 200 000, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, excusez tu peux, ce n'est pas pour faire chose là, mais je dis sortir 200 000 francs pour aller chercher un spécialiste qui puisse vous aider. Tout le monde n'a pas 200 000 francs. Mais il trouve l'argent, tout le monde a les millions. Les tissus, hein. Les agors. Tout le monde ne prend pas les tissus. Attendez, les agors, on trouve les ressources pour aller faire chaque week-end. C'est une question de priorité. C'est une question, c'est là où je voulais en venir. Pour dire, le scientifique a compris que si quelqu'un se lève pour investir tant d'argent sur son enfant et dit qu'il n'a pas ce petit. Oui, mais ça, c'est en globalité. C'est petit à petit que ça va venir. Que ça donne. D'accord. Ok, je comprends cet aspect-là. Mais pour le second aspect, pour dire quoi? Oui. Au niveau toujours de la famille, les parents déjà, au niveau de l'orientation de processus du point de vue scientifique, les parents peuvent s'accrocher. C'est vrai qu'ils n'ont pas les informations. Comme l'ami est en train de le dire, la loi l'a prévu, la loi d'orientation l'a prévu. Je voulais rapidement faire cela là-dessus, je suis en train d'oublier. Beaucoup font l'orientation de gauche à droite. Vous allez voir dans tous les coins de rue. Oui, après les examens. Ce n'est pas l'orientation. Nous ne confondons pas les salons, les foires de métiers, c'est-à-dire les journées portes ouvertes. Pour expliquer les métiers. Pour expliquer les métiers, le métier, la profession. Nous, on fait la distanciation au niveau de cette chose-là. Les métiers sont très différents de la profession. La profession, par exemple, d'avocat ou d'avocature, on fait des journées portes ouvertes sur l'avocat, quelles sont les années d'études, comment devient-on avocat. C'est les journées portes ouvertes sur les professions. Ne les confondons pas avec l'orientation. Merci. Elle est individuelle, l'orientation. Merci, Akplo. Alors, les enseignants aussi vont reprendre le chemin des classes et bien entendu, comme vous l'avez dit, vous avez envie d'aller vers les parents, peut-être aussi vers les enseignants pour leur dire comment faire. Mais eux aussi vont retrouver les élèves. Peut-être qu'ils ont peur même de retrouver certains élèves parce que ça dépend également de la classe que vous avez et autres. Et bon, pour l'enseignant, il faut quand même qu'on ouvre une parenthèse sur eux, Fulgence. Oui, pour un enfant le père du coach qui est resté dans une famille d'enseignants, je lui ai dit, bon, je vois vraiment, mon frère aussi est enseignant, moi j'ai refusé de l'être, mais je ne suis pas loin. Ouais, c'est bizarre, c'est quand même bizarre. J'ai dit non, que je ne veux pas cette histoire-là, mais je pense que je ne suis pas loin. Vous savez, il faut féliciter, encourager, motiver les enseignants. L'enseignant est au cœur de tout développement de la nation. Parce que investir dans le capital humain, c'est toute une stratégie qui amène à partir d'un enfant qui a peut-être des habiletés et développer ces habiletés fait de lui un agent de développement d'une nation, d'un continent, d'une nation. Et ça passe par l'enseignant. Je pense que si on n'a rien à leur donner, il faut leur dire merci et prier pour qu'ils aient au moins la santé. Vous savez, je dis souvent les enseignants, ce sont des spécialistes. Mais j'aime d'abord considérer les enseignants comme parents. Je voudrais demander à tous les enseignants qui sont déjà des parents d'élèves de considérer chaque enfant comme étant les leurs. C'est très important. Je pense, je n'ai jamais enseigné, mais je voudrais me mettre aujourd'hui dans la peau de l'enseignant. Moi, je fais que du coaching. Oui. Je l'ai fait une ou deux fois dans un établissement, j'ai dit, je ne veux plus faire, je ne ferai que des conférences. Le jour où j'ai enseigné le coaching, c'est un établissement, j'ai fait ça deux fois, j'ai dit, je n'en veux plus, je ne ferai que des conférences dans les établissements pour mettre tout le monde ensemble et tenir compte des spécificités après. Je vous assure, il faut féliciter les enseignants. Si on n'a rien à leur donner, il faut prier qu'ils aient au moins la santé. Oui. Et je voudrais demander à chaque enseignant d'être parent d'élèves, de considérer chaque enfant qu'il a devant lui, malgré ses comportements, parce qu'on a aussi des hommes qui quand même frustrent, parce que vous savez, les enfants d'aujourd'hui, c'était pas trop nous autres, on n'était pas aussi trop meilleurs, hein, mais quand on dit tais-toi, on reste tranquille. C'est ça. Et puis quand on dit tais-toi, on dit mais pourquoi elle a dit tais-toi? C'est eux qui le savent. Ce n'est pas facile donc de tenir compte de chaque apprenant comme étant son enfant. Mais je voudrais m'adresser plus aux enseignants de maternelle de CI. Oui. C'est très important.
Parce que l'enfant qui vient premièrement, qui fait les premiers pas de l'école, c'est pas la même chose qu'un enfant qui est en terminale, qui est en sixième, encore que la sixième et seconde et première année d'université. C'est une transition, c'est autre chose. Mais un enfant qui vient à la maternelle, un enfant qui vient aussi, on a besoin d'un enseignant particulier, meilleur. La preuve, pour avoir connu un parent enseignant, je sais que moi me disait souvent qu'on met au CI l'enseignant le plus gradé, CI CM2, je ne connais pas pour maternelle. Pourquoi on met un enseignant gradé? C'est parce qu'on sait que son expérience va lui permettre de voir autrement un petit enfant. Moi, j'ai vu des établissements où parfois la maternelle, on criait sur les enfants. Je demande pardon. Si vous êtes enseignant et vous n'êtes pas capable ce jour de venir à l'école parce que vous avez le stress de la maison, parce qu'un enfant, les premiers jours de l'école, ou même en maternelle, tous les 9 mois, là, c'est les premiers jours de l'école. Oui, Les 9 mois, là, c'est tout parce que chaque jour détermine le lendemain. Si vous êtes stressé, restez à la maison. Et je demande aux fondés, s'ils restent à la maison, il faut leur payer leurs sous. Parce que vous ne saurez pas l'impact que ça aura sur un enfant. Et l'impact, comment ça va déterminer son avenir. Une seule journée. Donc, l'enseignant de maternelle, il faut tout lui donner, Midjalé. L'enseignant du CI, je ne vous demande pas, il faut lui donner tout. Si vous n'avez rien à lui donner là, il faut lui donner au moins l'espoir d'un lendemain meilleur. Pour qu'il arrive à prendre nos enfants comme étant son enfant. C'est très important ce que je dis. Enseignant de maternelle, enseignant de CI, je vous dis bonjour, je vous dis merci, je vous souhaite meilleure santé et tout le monde d'ailleurs, tous les enseignants. C'est pas facile d'enseigner. Quand moi j'ai fait 2 heures de cours de coaching, j'ai dit arrêtez cette histoire, je ferai coaching en conférence et je prendrai les enfants en spécificité. Merci. Moi, je l'ai déjà fait près d'une dizaine d'années dans l'enseignement. C'est pas mal. C'est un métier de sacerdoce. C'est un métier très passionnant. C'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est dur. C'est très dur. Parce qu'il faut gérer les sensibilités de chaque élève, apprenant. Chaque apprenant. Mais on ne va pas dire quand même pour cela qu'ils ne sont pas à féliciter. Il faut les féliciter. Il faut vraiment les féliciter. Et dire à l'État, un tant soit peu, que les primes de rentrée, il faut les donner. Tout ce qui est leur dû, tout ce qui fait partie de leurs revendications, il faut le leur donner. Parce que, en tout cas, j'ai confiance à l'État béninois, au chef de l'État, à tout son gouvernement. Ils nous ont montré leur sérieux, leur bravoure, leur témérité à travailler, à produire des résultats. Je pense que il faut les garder comme des œufs. Parce que vous n'êtes rien sans un enseignant. Les enseignants, c'est la fondation de l'école et de tout ce qui va avec. Il ne faudrait pas qu'on puisse les garder comme nos enseignants dans ton temps où c'était des parents pauvres de la société. Il faudrait que les choses soient quand même organisées pour les réévaluer, pour les augmenter. Ça, c'est très important. Merci, Martial Aclo. Alors, nous devons recevoir sur le plateau un autre invité et je voudrais marquer une petite pause pour pouvoir l'installer. Nous sommes donc de retour pour recevoir André Alironou. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes psychologue. Alors, c'est vrai que nous avons parlé de long en large, comment accompagner donc les enfants pour pouvoir bien démarrer cette nouvelle rentrée scolaire. En tant que psychologue, je voudrais que vous reveniez donc sur cette mentalité, sur cette... oui, dans quelle posture donc démarrer cette nouvelle rentrée pour les élèves? C'est dans une posture de gagnant, parce que ce sont prioritairement pour les enfants qui auront à investir les écoles pendant 9 mois. On ne doit pas partir pour perdre. Donc il faut forcément apprendre quelque chose, c'est ça le plus important. Et pour les parents, c'est, je vais dire, il faudrait apprendre à collaborer avec les enfants pour que, au finish, à la fin de l'année, qu'on n'ait pas à déplorer un échec. Et quand je parle d'échec, écrivons échec en caractère d'imprimerie pour dire quand est-ce qu'on va parler d'échec réellement et quand est-ce qu'on va parler de réussite réellement. Maintenant, vous parlez de réussite scolaire, c'est-à-dire de rentrée scolaire. Oui. Quand l'enfant va y aller, c'est de passer en classe supérieure. Et c'est de ça qu'il s'agit. Très bien.
dans une posture de gagnant, collaboration donc avec les parents et tout cela, mais même aussi hein, les parents qui doivent aussi, quand vous parlez de collaboration, ça doit se faire à travers également un certain nombre de comportements, je vais dire, pour pouvoir mieux suivre ou accompagner justement ces enfants-là. Oui, bien sûr. Et pour ça, je voudrais ajouter à tout le débat qui est fait déjà sur le plateau, et surtout aux parents, de comprendre que chaque individu, autant que nous sommes, et il y a un psychologue américain, Howard Gardner, qui a théorisé là-dessus, on n'a pas une seule intelligence. On n'est pas tous appelés à être très fort en langage, oui, très fort en mathématiques ou en musique, etc. Et lui, il a pu démontrer qu'il y a 9 types d'intelligence qu'on peut développer. Mais chaque individu va, selon son environnement et son éducation, va favoriser une ou deux ou trois ou plus. Mais chacun de nous portons les 9. Donc, c'est suivant, je vais dire, le degré de développement d'un type ou d'un autre type que vous allez vraiment prendre le dessus vous espérez. Donc, pour l'individu comme vous, qui développe un peu plus son langage verbo-linguistique, il va être excellent en écriture, en parler, journalisme, etc. etc. Pour l'individu qui va développer un peu plus son intelligence logico-mathématique, il va être excellent dans les chiffres. Oui. On vient d'entendre Chantal Dimanda, oui, qui a développé plus son intelligence musicale, kinesthésique, etc., etc. Donc, ça va vous amener, quand vous voyez autour de votre enfant, vous voyez le comportement de votre enfant, vous savez sur quoi il faut appuyer. J'ai envie de dire sur quoi il faut le motiver. Parce que s'il est bon en mathématiques, il n'est pas bon en langue ou en musique, etc., et que vous voulez l'amener à être le plus social possible, alors que son intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle n'est pas aussi développée, il est concentré sur les maths, sur les langues, il faut partir de là pour que les autres puissent prendre un peu, parce que c'est ce qui va porter tout le reste. Mais il ne faut pas l'obliger à être aussi excellent que son second, etc. etc. Et c'est sur ça que je demande aux parents de faire attention en fait. Et ça, c'est au quotidien. Vous avez abordé un aspect qui m'intéresse bien, c'est la fratrie. Et également, Fulgence en parlait, quand on commence à comparer justement les résultats de l'un par rapport aux résultats de l'autre, tu vois, pourquoi est-ce que toi, depuis la rentrée, c'est ça, ou bien toi, c'est toujours tel rang, alors que ton frère est toujours deuxième ou bien premier, ça complique davantage les choses. Et je vais peut-être donner un exemple. J'ai eu à gérer un cas comme ça. Ils sont deux, d'une certaine différence. Et puis, le premier, l'aîné, il était en première. Il a commencé par flasher. Lui, il a d'habitude 14, 15 de moyenne. Mais son petit frère est, entre guillemets, un génie. Il tourne autour. S'il n'a rien fait, c'est 17, 50, 18, etc. Et donc, les parents ont l'habitude de comparer les deux. Et les deux. Le petit, lui, n'a pas besoin de trop de temps devant le cahier. Il écoute, il sait repérer et tout ça. Mais le grand frère a besoin un peu plus de temps et il se bat. Il fait l'effort. Il est dans les 13-14. En première, avec 13 de moyenne, c'est pas un nul. Non. Et donc, les parents ont commencé par, le garçon a commencé par baisser. Premier trimestre, première, pas du tout, parce qu'il ne se voyait pas au niveau de son petit frère. Et le petit frère a commencé par prendre le dessus, c'est moi. Quand les parents m'ont sollicité, j'ai reçu les deux. Je suis allé un peu fort. J'ai dit aux jeunes, tu n'as pas son niveau. Quand tu vas arriver à son niveau, que tu auras 18, je dirais que tu es plus fort que lui. Mais actuellement, il est devant et il ne faut pas penser que tu es au-dessus. Et parallèlement, bon, bref, on a discuté un peu avec les deux. J'ai ramené chacun à sa place pour qu'ils comprennent que ce n'est pas de la comparaison. Et aux parents surtout, je vais dire entre guillemets, j'ai interdit de faire la comparaison entre ces enfants-là. Parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes classes, ils n'ont pas les mêmes niveaux, ils n'ont pas les mêmes capacités. Et donc, même s'ils étaient dans les mêmes classes, il ne faut pas les comparer. Il faut partir sur les forces de chacun. Et donc, j'ai motivé le garçon en lui disant toutes ses capacités, toutes ses forces,
qu'il a pu développer pour arriver jusqu'à ce niveau. Et donc, il faut vraiment éviter de motiver. Je dis, je répète, il faut partir sur les forces de vos enfants. Pour la réussite de l'enfant, il faut forcément tenir compte de ses forces, de ses faiblesses et surtout, vous, de votre attitude d'accompagnement. Il ne faut pas amener l'enfant à aller à l'école comme vous n'avez pas pu être. Vous n'avez pas pu être premier, vous voulez que votre enfant soit premier, donc vous allez le gaver, j'ai envie de dire, non, l'inhiber en faisant de lui, je ne sais pas, c'est pas en mettant des moyens ou en prenant tous les enseignants et tout le reste. Il faut éviter tout ça, il faut discuter avec votre enfant et il faut aller au rythme de l'enfant. C'est ça le plus important, le rythme de l'enfant. J'ai entendu, je crois, sur le plateau, quelqu'un dit aucun enfant n'est bête. Aucun enfant n'est bête. Il faut juste trouver en lui la motivation nécessaire et vous donnera le résultat. Il sera excellent dans son domaine. Très bien. Merci beaucoup. Fuges? C'est clair, chaque enfant est spécifique. Ce que nous, les parents, nous oublions parfois, chaque enfant a une histoire. Moi, quand je vais dans l'environnement familial, parfois, la manière même, comment chaque enfant est né même, crée déjà une spécificité. Les 9 mois de grossesse déjà créent une spécificité. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous les parents, nous impactons mais sans savoir, dans une certaine mesure, les résultats des enfants. Les enfants ne connaissent pas le même environnement. Non. Ils ne connaissent pas les mêmes éléments de stimulation. Donc, c'est clair. Il ne faut jamais comparer. Puisque tous les enfants sont meilleurs. C'est pourquoi je dis que c'est une question d'orientation. Tel a connu tel environnement, tel outil, telle chose, l'autre a autre. Donc, il y a même que l'enfant soit aîné, que l'autre ne soit pas aîné déjà, il y a déjà des spécificités. Oui. Donc, je voudrais dire aux parents que tous les enfants sont meilleurs. Même celui qui a échoué au bac, il est meilleur. C'est parce qu'on n'a pas su retrouver en quoi il a une capacité de dominance. Vous savez, le psychologue l'a dit, nous avons tous un certain nombre de choses, mais il y a d'autres qui sont en dominance par rapport à d'autres. Et cette dominance-là, c'est parfois dans le processus de socialisation que nous, parents, nous stimulons parfois sans savoir telle ou telle chose. Ne comparons pas. C'est très, très, très important. J'invite les parents à tenir compte de ces spécificités-là, à prendre chaque enfant comme étant unique et à trouver des solutions uniques à chaque enfant. Je vous assure, c'est parfois ceux qui semblent être nuls, qui à en fin du parcours, du point de vue professionnel, qui nous émerveillent. On dit, mais c'est pas vrai. Lui, là, il n'a que le baiser. Là-dessus, vous connaissez. Donc, faisons attention aujourd'hui à ce que nous disons à nos enfants. Parce que vous assure, il y a des parents, il y a des familles, moi je suis souvent dans une famille, mais l'enfant, on l'insulte, on lui dit tout, on dit, mais en réalité, c'est votre enfant bien quelque chose qui s'est passé. Parce qu'il est nul, parce qu'il il pique les trucs, tout ça. Mais il faut prendre chaque enfant et voir les réponses que nous pourrons lui apporter pour l'amener à aller en altitude. Moi, je dis toujours l'espoir est réalisable. Absolument. L'espoir est réalisable. Oui, André. Si tu permets juste un mot dessus. Le résultat scolaire d'un enfant fait appel à 3 parties. Donc, quand l'enfant échoue, ce n'est pas l'enfant seul qui a échoué. Parce qu'il y a l'enfant, sa partition, il y a les parents, les deux ensemble, leur partition qu'on met ensemble. Et il y a l'enseignement aussi, il y a le système qui a aussi sa partition. Donc, quand il y a dans des pays qui se respectent, quand vous faites en tant qu'enseignant moins de 70% de réussite, on vous renvoie. Je pense qu'il y a presque le même système aussi actuellement. Oui. Voilà. Comment vous avez passé le message pour que 3 enfants sur 10 ne puissent pas comprendre. Donc, l'enfant, quand il échoue, il a 1/3 de responsabilité. Et les 2/3, c'est pour l'environnement et les autres. Donc, dire qu'il a échoué, je pense que c'est abusé. Très bien. Personne ne souffre généralement, parce que nous venons de le dire tout à l'heure ici, chaque homme est unique. Celui qui est dernier dans une salle de classe, nous l'avons dit tout à l'heure tantôt, il est l'autre est premier. Ramenez-les, travaillez-les, mettez-les dans un autre environnement autre que l'école, et vous allez comprendre qu'il a des aptitudes peut-être dans la musique, il a d'autres atouts dans le commerce, il a d'autres atouts dans les mathématiques, banque et finances, où il va se développer de façon inexplicable. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quelqu'un est en train de le dire tout à l'heure.
L'homme est unique en son genre. Et ce que nous faisons permet de savoir que l'homme est unique. Lorsque vous voulez étudier un individu, et vous prenez, ne serait-ce que, je prends Madame Brunel Adé aussi. Est-ce que vous avez retrouvé, comment est-ce que vous avez fait pour retrouver exactement Adé aussi Brunel au Bénin? Ça posera un problème. Lorsque vous prenez Fulgence Awangon, vous prenez chaque identité, vous prenez le chef de l'État, Patrice Athanas Guillaume Talon, il est unique. Il est unique. Et l'étude que nous faisons nous permet de plus de le savoir, parce qu'il est né un jour, il est né dans un mois, il est né dans une année, il est né dans une heure, etc. etc. L'homme est unique. Même les jumeaux qui sont sortis le même jour, ne sont pas sortis ils ont des choses tellement... C'est pas la même minute. C'est ça. Pas la même minute. Merci beaucoup. Donc c'est pour dire que l'homme, cette façon que les parents ont, généralement, c'est une incompréhension, c'est une façon de pouvoir dénaturer ou désapprécier l'enfant par leur colère, c'est des colères et manque de formation, manque de parentalité, de formation en parentalité. Très bien, merci beaucoup. Je vais retrouver Modeste Fulgence Awangon. Je voudrais que vous nous disiez votre mot de fin pour les parents, pour les enseignants, pour les élèves qui vont retrouver dans les prochains jours donc leurs écoles. Je voudrais dire aux uns aux autres que l'année scolaire sera un succès. Mais pour que l'année scolaire soit un succès, ça dépend de comment nous démarrons l'année scolaire. Oui. Il faut apprendre à bien commencer la rentrée, apprenant, famille. Moi, je dis, les enseignants, ils sont parents d'élèves dans une certaine mesure. Oui. Donc, apprenons à bien commencer la rentrée. Bien commencer la rentrée, c'est du point de vue organisationnel, méthodologique. Mais je voudrais ajouter une chose, ça va étonner les gens que le coach en parle. Le succès, c'est aussi une vibration. La prière. Amour d'amour. D'accord. Et il faut tenir compte des sensibilités des uns des autres. Moi, je voudrais inviter les uns les autres, le jour de la rentrée, moi, je le fais chaque fois, à prononcer des paroles de succès sur les enfants. Mais ça peut être sous forme de prière. Ouais, on va dire. Ça peut être sous forme de prière, que ce soit la religion. Moi, ça importe peu. Ça peut être notre religion, notre belle religion, ce qu'on fait chez nous, ce qu'on nous a amené, ce qu'on nous a renvoyé, tout ça là. Moi, ça importe peu. Mais prononcez sur vos enfants des paroles de succès. C'est très important. Nous sommes leurs parents. Ça veut dire quoi qu'on dise, on a encore une fois une capacité à créer par la parole sur eux. Il ne faut jamais l'oublier. Nos enfants ne peuvent pas ne pas réussir. N'oubliez pas, le succès de demain commence dès aujourd'hui. Je vous remercie. Merci infiniment, Fulgence Awangon. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes coach en développement de la famille. Nous revenons pour retrouver Modeste. Le message. Alors, le premier message qui est du père Epiphane Cantez-Onon qui dit « Je pense pour ma part qu'il y a question de deux choses. La première, il dit les vacances constituent une période et ici, il s'agit pour les enfants qu'après une année scolaire remplie de dur labeur, s'impose le repos bien mérité. C'est le moment de laisser les enfants jouir de leur film préféré sans les laisser aller dans la déviation car tous les films ne sont pas à regarder. En ce qui concerne le retour en classe pour les enfants, les préparatifs doivent être observés à tous les niveaux. Et au niveau des deux entités, parents et enfants, une préparation psychologique s'impose. Déjà, les cours de vacances prédisposent les enfants à la reprise. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas à prendre tous les 2 ou 3 mois de vacances pour se distraire. À un moment donné, les parents doivent les soustraire de ces activités de distraction pour les mettre dans des conditions d'études, les préparer, ainsi à bien commencer la rentrée scolaire. Les parents ici doivent savoir que la préparation de la rentrée doit faire partie intégrante de leur budget familial. Et ainsi, ils éviteront les crises désagréables qu'on observe parfois dans les ménages à la rentrée scolaire. Un autre message qui dit « Je crois que la responsabilité est partagée. Parlons de retour en classe des enfants. Les parents doivent déjà connaître la nouvelle classe de leurs enfants et apprêter le matériel, fourniture et autres nécessaires du travail. Ils doivent discuter avec les enfants dans le but de les conscientiser sur le point de vue de l'école. Les enseignants, quant à eux, doivent s'apprêter
pour une réussite des apprentissages en planifiant les activités pédagogiques. Le gouvernement, en ce qui le concerne, doit s'assurer de la disponibilité à temps des documents des enseignants dans les classes. Il faut aussi noter qu'un enseignant est efficace quand il est libre dans sa tête. C'est justement pour notifier que c'est inadmissible le traitement infligé aux âmes. C'est un message de Mamadou Ezekiel qui nous écrit depuis Malanville. Un instant, Modeste, il y a André Alironou qui voudrait réagir. Mais sur ce message, Oui. il y a quand même beaucoup de points qui ont été abordés, Oui. mais il y a un point qui m'interpelle, c'est surtout la préparation dans le cercle familial. Et je pense que c'est très capital. Il faut partir en vend même le matériel, parce que pour commencer par préparer le matériel, il faut discuter avec l'enfant. Il faut fixer les objectifs. On a dit d'inclure ça dans le budget, Oui. mais il faut vraiment parler avec les enfants. Et je dis tous les enfants, ce n'est pas seulement les enfants qui ont échoué, même ceux qui sont admis. Comment améliorer l'année? Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce que tu aurais souhaité que je fasse? Que les parents se mettent dans cette posture-là, dans ce rôle. Pour écouter, recueillir des enfants et fixer ensemble les objectifs avec les enfants. Et comme ça, ils vont avoir de quoi suivre au cours de l'année. Très bien. Alors, un dernier message qui dit, moi en tant que jeune célibataire sans enfant, d'abord, je peux que dire que la reprise des classes des enfants doit être considérée comme la rentrée de la responsabilité des parents. Les parents doivent développer les stratégies sur comment l'enfant doit s'y prendre pour sa rentrée. J'ai l'habitude de dire une chose, l'échec d'un parent est l'échec d'un enfant est la faute de ses parents. Donc quand on parle de la rentrée, on doit aussi parler de la rentrée de responsabilité des parents. Très bien. Merci donc à tous ceux-là qui nous ont écrit aujourd'hui sur la rentrée scolaire, les préparatifs qu'il faut mettre en place. La pensée du jour. Alors la pensée du jour qui dit, si l'on passait l'année entière en vacances, s'amuser serait aussi épuisant que travailler. Si l'on passait l'année entière en vacances, s'amuser serait aussi épuisant que travailler. Alors, André Alironou. Évidemment, quand on s'amuse, on travaille. Oui. Et parce que intellectuellement, vous faites un travail. Et quand on dit s'amuser, ça en fait c'est changer d'activité, se distraire, s'épanouir. Donc c'est pas que le repos, c'est une activité qui appelle l'intellect, qui appelle le physique, qui appelle tout le reste. C'est normal que ça épuise. Voilà. Marcel. En une journée de 24 heures, je pense que les Blancs l'ont institué 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de loisirs. Donc les loisirs, on ne peut pas les retirer, les dénier aux enfants. Ça, il faut leur permettre de temps en temps de pouvoir acheter là. Parce que l'enfant apprend même en s'amusant. Les Beaucoup loisirs. plus. Ouais. Alors c'est une citation de William Shakespeare, Shakespeare. qui est un dramaturge, un poète et un acteur anglais baptisé le 26 avril 1664 et il est mort le 23 avril 1616. Pour boucler ce plateau, nous n'avons plus vraiment le temps pour boucler ce plateau. Un mot quand même à ces personnes-là, ou plutôt à ces apprenants. C'est vrai qu'on parle de rentrée, mais il y en a qui ne veulent pas reprendre les classes. C'est-à-dire que pour eux, ils ont pris la décision de ne plus retourner en classe, de faire autre chose et de continuer leur chemin autrement. Ça aurait été leur décision. On ne peut pas leur refuser. S'ils sont enfants, les parents doivent encadrer la chose. S'ils n'ont pas encore l'âge de la majorité, 18 ans ou 21 ans révolus, les parents doivent les accompagner, quitte à les raisonner de pouvoir continuer. Si c'est à cause d'un échec, il faut rechercher fondamentalement les causes. Si c'est à cause d'un échec, il faut les travailler, il faut les ramener à la raison pour qu'ils puissent reprendre et pouvoir continuer. Mais si les raisons sont ailleurs, là, manque de moyens, manque de ci ou de ça, nous connaissons ces raisons-là aussi, on peut leur concéder ça. Qu'ils aillent se chercher, il n'y a pas que l'école, il y a l'apprentissage, il y a l'école dans l'informel, l'apprentissage, il y a beaucoup d'autres formations qui puissent les permettre véritablement d'évoluer dans la vie et de se retrouver au niveau social. Très bien. André? C'est juste que lorsque l'enfant dit une chose aussi gravissime, il faut prendre le temps vraiment d'écouter.
Parce que là, s'il a eu le courage d'extérioriser ce sentiment, il faut vraiment écouter. Il a dit, aller chercher les raisons. Quand l'enfant dit tout de suite, je ne veux plus retourner à l'école, c'est sûr qu'il a été quelque part, il a reçu un choc. Et comment l'accompagner pour qu'il retourne, parce qu'il ne faut pas le forcer à retourner, pour qu'il retourne motivé, armé pour aller affronter éventuellement les nouveaux conflits ou qu'il se sente capable de partir. Et c'est ça le plus important. Il faut, je répète, il faut discuter indéniablement avec les enfants avant la rentrée. Très bien. Je prends en même temps votre mot de fin. Courage à tout le monde, mais surtout aux enfants, et qu'ils sachent qu'au bout du fil, c'est eux qui vont sortir gagnants. Merci André Alécolon. Martial? Je dis bonne année, bonne rentrée académique 2022-2023 à tous les acteurs à divers niveaux, que ce soit les élèves, les enseignants. Surtout que quand même l'État puisse quand même bien faire chaud là aux enseignants, parce que c'est eux le moteur. Ne vous inquiétez pas. Alors c'est le moment de faire asseoir les enfants pour quand même voir ceux qui n'ont pas marché les années antérieures et améliorer le rendu des années l'année dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Merci beaucoup à tous pour votre participation, amis téléspectateurs. Si vous êtes parents et que vos enfants doivent reprendre donc le chemin des classes dans les prochains jours, sachez tout simplement qu'il faut discuter, vous préparer au plan organisationnel, au plan matériel également, mais mettre en place aussi des objectifs pour les enfants afin de pouvoir les suivre et qu'à la fin de l'année, vous puissiez également en faire le bilan et voir ce qui a marché et ce qui n'a pas pu fonctionner. Et bien entendu, le cycle va reprendre les mois qui vont suivre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain.